Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Voix est libre. L'invité de cette semaine a un parcours plutôt atypique. Dans une première vie professionnelle, si j'ose dire, elle travaillait dans le domaine de l'information et de la communication. Mais aujourd'hui, elle est chef d'entreprise et d'une entreprise elle-même pas tout à fait comme les autres, puisque c'est une société coopérative. Cette invitée professionnellement mutante, si j'ose dire, c'est vous, Muriel Pernin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous dirigez aujourd'hui Les Atelières, qui est une toute jeune fabrique de lingerie 100% française, qui est installée à Villeurbanne. Toute jeune parce qu'elle existe depuis moins d'un an et qu'elle est née, si j'ose dire, de la mort du fabricant de lingerie d'une autre entreprise qui s'appelait Le Jabi et dont tout le monde se souvient dans la région. Est-ce que vous vous souvenez du moment précis où vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure ? Oui, alors l'entreprise Le Jabi existe toujours, puisqu'elle a été reprise, mais c'est vrai qu'elle a connu un moment de chaos, un moment de la liquidation, puis de la reprise par Alain Prost. Oui, je me souviens tout à fait de ce qui s'est passé, et à ce moment-là, j'ai été touchée, je l'ai dit souvent, par ces femmes en détresse, et surtout avec elles, avec leur licenciement ou leur départ à la retraite. Il y avait un métier qui était un métier fabuleux de la lingerie-corsetterie qui était en train de disparaître. Mais enfin, je veux dire, ça n'avait rien de romantique, c'est pour reprendre votre expression tout à l'heure, ou de déconnecté du réel. C'est-à-dire, vous ne vous êtes pas dit tout de suite, je vais recréer une société. Simplement, vous aviez envie de faire quelque chose. J'avais absolument envie de faire quelque chose, et puis j'avais surtout lu dans la presse que les grandes marques, les grandes marques françaises, les grands noms du luxe français, les marques haut de gamme, lorsqu'elles se positionnent à l'international, elles ont besoin de fournir des produits 100% français. C'est ça qui fait Au leur Qatar, succès. si on achète de la lingerie française, on souhaite qu'elle ait été créée en France par des créateurs de renom et aussi fabriquée en France. Donc il y a une espèce de garantie française du début jusqu'à la fin. Or, avec la délocalisation, avec les difficultés qui sont liées à l'industrie textile, beaucoup d'ateliers ont disparu. Alors tout à l'heure, après le flash de midi, ça c'est la mécanique de La Voix est libre, Paul Satis nous rejoindra pour le désormais célèbre Face à Face. Paul, qui va suivre cette première partie en régie et qui, je le sais, se pose un millier de questions, entre autres sur le Made in France, justement. Oui, sur le Made in France et plus globalement sur l'avenir industriel de la France. Ça fait 2 ans que Muriel Pernin se bat en se posant cette question. Y a-t-il un avenir industriel en France? Et est-ce que le Made in France est justement la solution? Paul, on vous retrouve tout à l'heure. Alors, Muriel, je voudrais vous faire écouter une réaction qu'on avait enregistrée il y a presque 2 ans, c'était en janvier 2012. Une réaction de quelqu'un qu'aujourd'hui vous connaissez bien. Janvier 2012, le Jabi, entreprise historique, était en pleine tempête, c'est le moins qu'on puisse dire, et Nicole Mendes, puisque c'est son nom, était salariée encore chez le Jabi. On l'écoute. La priorité, ça serait que cette entreprise renaisse. Parce que nous on est intimement persuadés qu'en son sein, il y a d'énormes savoirs, qu'il ne faut pas les spolier. Et nous, on voudrait que l'emploi, quand même, en sorte pas trop démoli. Alors, l'emploi en est sorti en assez mauvais état. Nicole Mendes, aujourd'hui, elle travaille avec vous. C'était important que d'anciennes Le Jabi participent à cette aventure. Alors, Nicole Mendes, elle a cette particularité qu'elle est toujours salariée de la maison de Le Jabi. Oui. Donc, elle continue son emploi parce qu'elle est très attachée à cette entreprise. Elle y a passé de très nombreuses années professionnelles. Mais en même temps, elle est mon associée dans les atelières. Elle fait partie des associés fondateurs. Nous sommes 9 associés fondateurs, au total sur 30 associés, 9 associés fondateurs. Et Nicole en fait partie et elle aide beaucoup aujourd'hui nos salariés, nos couturiers et nos couturières dans cette aventure difficile. Donc entre elle et moi, ça a été une vraie rencontre. Je dis souvent, en un quart d'heure, on s'est fait confiance et depuis, ça continue. Depuis presque 20 mois maintenant, ça continue. On est 2 femmes franches, directes, on s'épaule. Nicole m'apporte beaucoup le regard du métier. Et puis moi, j'apporte ce que je sais faire, c'est-à-dire la structuration de l'entreprise, la dynamique de l'entreprise. Une rencontre et une vraie complémentarité. On va revenir là-dessus, sur cet aspect de complémentarité qui est très très important, particulièrement dans les sociétés coopératives. Les ateliers vont fêter leur premier anniversaire. Comment vont-elles ? Alors, on est dans un paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois, notre entreprise a beaucoup de commandes
Et en même temps, je dis souvent un petit peu pour sourire, hein, j'ai ouvert un atelier de lingerie en janvier dernier et aujourd'hui, je dirige une unité de recherche. Car très rapidement, on s'est rendu compte qu'en fait, nous n'avions pas inventé en France, où ce n'était que des balbutiements, le modèle du travail en petite série. Autrefois, dans un atelier de lingerie, quand il y avait une commande de 15 000 pièces, on la prenait quasiment pas en se disant c'est trop peu. Aujourd'hui, nous, on gère des commandes qui vont entre 500 et 1000 pièces. Quand on a 2000 pièces, oh là là, on a l'impression d'avoir une série énorme. Il faut absolument donc tout inventer. Il faut inventer l'organisation de ce travail, sachant que globalement, hein, qu'est-ce qui est dans l'industrie textile, qu'est-ce qui se passe? C'est soit on fait une personne, une pièce, ça c'est la haute couture, ou alors on a le taylorisme, ce qui est la décomposition totale du travail. Une bretelle à un endroit. Exactement. Un bonnet, Alors il y a eu autre. des initiatives, on a appelé ça des groupes autonomes, hein, mais ça a été un petit peu dans les années 90. Donc on avait le sentiment dans les ateliers qu'il fallait un peu recomposer le travail, mais ces expériences, on ne s'est pas donné les moyens, si vous voulez, de les réussir. Et nous, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, sur la recherche, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission, mais je voudrais inviter à nous rejoindre Laurence Ruffin. Elle aussi dirige une société coopérative, une SCOP, donc une société participative, celle-ci, qui s'appelle Alma, dans un domaine absolument différent de la lingerie, puisqu'il s'agit du développement de logiciels industriels. Bonjour. Bonjour. Alors, Alma est née à Grenoble en 79, c'est-à-dire que c'est une société qui a maintenant un long passé derrière elle. Société coopérative aussi, au départ, fondée par des chercheurs en mathématiques, ce qui est assez rare. Combien de salariés aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 80 salariés et tous les salariés sont associés dans l'entreprise. Donc la même chose ? Pas tout à fait, parce qu'on est des coopératives cousines, je dirais, mais nous, on est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, c'est un modèle qui est un petit peu particulier. Alors, on se retrouve sur l'essentiel, hein, voilà. C'est-à-dire l'adhésion du personnel au projet, la démarche participative, mais il y a des petites différences. Il y a évidemment des différences. Laurence Ruffin, vous avez un parcours assez classique. Vous avez fait l'ESSEC, qui est une très grande école de commerce française. Et à quel moment et pourquoi est-ce que vous bifurquez vers le coopératif ? Moi, j'ai commencé, on va dire, dans des cabinets de conseil. Donc, c'était, comme vous dites, un début de parcours assez classique. Et j'ai découvert les entreprises coopératives. Et pour moi, ça a fait sens. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est une façon d'avoir un travail intéressant. D'avoir un travail, c'est une entreprise qui a un produit sur un marché donné avec ses clients. On a vraiment des problématiques d'entreprise, mais dans un environnement qui a du sens pour moi, c'est-à-dire dans lequel les salariés sont au centre de l'entreprise. C'est un projet collectif et c'est un projet porté ensemble, collectivement. Donc je me retrouve dans le modèle de l'entreprise coopérative. Muriel, c'est aussi la même philosophie que vous avez, vous, pour les ateliers ? Moi, je pense que pour moi, il y a ce qui est important, c'est transmettre l'information quasi en temps réel à ses salariés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Bien sûr, de temps en temps, il y a un petit peu de confidence, notamment sur un projet commercial qu'on va être en train de monter, qui demande un petit peu de discrétion. Mais il n'y a pas de rétention d'informations. Il n'y a pas de rétention d'informations. Le personnel doit savoir ce qui se passe, tant au niveau des finances que de la dynamique commerciale, que aussi du fonctionnement global des équipes. Et puis, donc ça, pour moi, c'est très important, c'est cette transparence. Et puis après, c'est faire en sorte que tous ceux qui travaillent dans l'entreprise, avoir conscience et confiance en eux, en se disant, ils ont une conscience de leur travail, ils ont des idées, et qu'ils les apportent aussi, on les met en discussion, et ensemble, on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. Donc, c'est vrai que je partage... alors, la transparence, chez nous aussi, c'est un point fondamental. Hein, il y a une transparence sur les projets d'entreprise, les tableaux de bord, la vie économique de l'entreprise, les recrutements. On a vraiment une transparence qui est très forte, et je crois que ça fait partie de la réussite du projet collectif. Mais est-ce que c'est pas plus compliqué de prendre des décisions quand justement, on n'est pas tout seul à les prendre ? Non, je crois pas. Je crois que... Alors peut-être qu'on met plus de temps en amont. Voilà comment moi je vis les choses. C'est-à-dire qu'on va avoir une transparence très forte. Ensuite, on va avoir un temps que nous on appelle d'élaboration, c'est-à-dire d'information et de discussion. Et moi je crois que ça a de la valeur, parce que d'être plusieurs à réfléchir sur un problème, comme vous disiez, c'est de l'intelligence collective. Donc, et puis quand la décision est prise, il y a une décision qui est prise, et ensuite il y a une application. Alors le temps qu'on perd peut-être en amont à construire la décision, moi je suis sûre qu'on la gagne ensuite, parce que les gens adhèrent
à la décision qui a été prise, se sentent impliqués. On ne leur dit pas juste, bon ben voilà, vous allez faire ça parce que c'est ce qu'on a décidé. On leur dit, voilà, on a discuté ensemble, la décision c'est celle-là, maintenant on va ensemble la mettre en place. Donc je crois qu'il y a une grande force dans la mise en place des décisions qui sont prises. Oui, tout à fait. En fait, moi, je pense que, je dis toujours, chaque projet a un temps, et ce temps, il est incompressible. Mais à quel moment on l'investit? Et moi, je préfère investir en amont, ce qui fait qu'après, on a un déroulé qui est plus serein, plutôt que faire l'économie de ce temps en amont, mais après se retrouver avec des difficultés, de la négociation de crise ou de malentendus, qui fait que c'est de l'énergie perdue, et c'est du malentendu qui n'est jamais intéressant, surtout quand on est sur des projets comme le nôtre, où rien n'est gagné, quoi. Enfin, où l'aventure est très difficile. Laurence Ruffin, Alma, vous le disiez aujourd'hui, compte plus de 80 personnes, qui sont tous associés, du coup. Est-ce qu'il y a une taille limite, j'ai envie de dire, pour une société coopérative? Non, par contre, je pense que ça, je dirais pas qu'il y a une taille limite, mais je pense que ça demande une évolution dans la façon dont on vit la coopérative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on ne peut pas se dire, OK, on se met tous autour de la table et on va prendre une décision à 80. Oui. Donc, ce qu'on a imaginé, nous, c'était de dire, au fur et à mesure du développement, on a mis en place on appelle chez nous des scopettes, c'est-à-dire des petites équipes qui vont, sur certaines décisions, prendre ces décisions ensemble. Et puis ensuite, on va un peu travailler sur la façon de prendre les décisions ensemble. On ne peut pas la prendre de la même manière. Mais je ne crois pas qu'il y ait de taille limite. C'est-à-dire qu'il faut juste savoir évoluer. Et organiser après les choses en fonction effectivement du principe même de fonctionnement. Tout à fait. En fait, toute la difficulté, c'est d'essayer de concilier la performance, parce qu'on reste une entreprise et on doit être efficace, voilà, et la participation. Donc c'est vraiment le... Moi j'ai presque l'impression en fait qu'une coopérative, une société, une entreprise coopérative, en fait c'est vraiment du bon sens. C'est une gestion d'entreprise de bon sens, c'est-à-dire qu'avec le travail qui est effectivement de générer des richesses, mais de faire en sorte aussi que les gens s'y retrouvent, mais l'ensemble des personnels. Vous me demandiez pourquoi je suis partie vers le monde coopératif, parce que je me suis dit c'est le modèle d'entreprise dans lequel je me retrouve. C'est-à-dire que les salariés qui construisent l'entreprise sont vraiment impliqués. Il y a une partie du résultat. Alors chez nous, il y a une partie du résultat, c'est-à-dire 65% du résultat qui revient aux salariés, parce qu'on considère qu'ils ont contribué à ça. Et on considère aussi que l'entreprise en tant que telle a une valeur et pas qu'une valeur financière. Et je crois que sur ce point, on se rejoint aussi. Tout à fait. C'est-à-dire que nous, chaque année, on met de l'argent, ce qu'on appelle en réserve, donc ce qui reste dans l'entreprise, et qui fait que l'entreprise est pérenne, solide dans la durée. On ne peut pas la revendre, on ne peut pas la délocaliser. C'est un point qui me semble, je ne sais pas comment vous le vivez, mais... Tout à fait. Nous aussi, alors déjà, nous, le fait qu'on ait 30 investisseurs qui sont tous des citoyens, par exemple, on n'a pas de fonds, on n'a pas un fonds qui est arrivé pour nous soutenir, mais ce sont des citoyens qui ont investi dans notre aventure. Ça aussi, je dirais que ça a une valeur et ça a c'est une protection pour les salariés. C'est important ce que vous disiez, le fait que du coup, ce ne soit pas revendable, ou en tout cas pas de la même façon qu'une entreprise... lambda, on en voit des exemples tous les jours depuis des années. Tout à fait. Ça, c'est important. Oui. Il y a un côté moral, en fait. Alors, pas avec un grand thème, mais... D'abord, c'est aussi de se dire que, si vous voulez, l'entreprise, elle n'appartient pas qu'au manager ou à l'équipe d'encadrement, mais que c'est vraiment un bien social, un bien collectif, et que tous ceux qui travaillent dans cette entreprise contribuent à sa prospérité, à son avancement. Et du coup, les relations, il y a des moments, il faut être un petit peu grognon, comme dans n'importe quelle autre entreprise. Bien sûr, il faut mettre un petit peu d'énergie et d'efficacité pour ramener les équipes, voilà. Mais je dirais que dans le fait d'associer tout le monde à la compréhension des objectifs, à l'amélioration des conditions de travail, à l'amélioration de l'outil de travail, fait que le manager, d'ailleurs, se sent beaucoup plus soutenu dans sa démarche ensuite pour conquérir son marché, et pas simplement espèce de quelqu'un qu'on a mis ou sur un piédestal ou qu'on ne peut pas supporter parce qu'on trouve que, voilà. Oui, du coup, on sort. Et voilà, mais qu'on est dans une sorte de cohésion, voilà, de l'objectif. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important. Du coup, il y a une forme de confiance qu'on acquiert ensemble. Ça rend l'ensemble des collaborateurs plus forts aussi. Par exemple, quand nous, on travaille beaucoup sur l'erreur. On peut faire des erreurs. Et en couture, comme ça, sur des toutes petites pièces, l'erreur, elle est quasi fatale pour la pièce. Et du coup, moi, j'essaye d'amener que on fait une erreur, on le dit,
Et à ce moment-là, on fait intervenir notre formatrice qui ne va pas venir sanctionner, mais qui va venir aider pour s'améliorer. Donc on est être capable de dire je fais une erreur, je me suis trompée, comment je peux faire pour m'améliorer, c'est une démarche qui est tout à fait différente. On ne met pas la poussière sous le tapis, quoi. Voilà. Ça vous parle, ça, Laurent? Oui, Ça se oui. pratique aussi chez Alma? Alors, nous, on essaye de dire, on est plutôt dans la construction c'est-à-dire on se met ensemble autour de la table. Par exemple, quand on a des difficultés, ok, on partage la difficulté, on la comprend déjà, il y a une espèce de pédagogie. Oui, oui. Et ensuite, on se met autour de la table en disant, qu'est-ce qui fait qu'on va faire mieux demain? Donc, c'est plutôt de l'élaboration du futur de façon collective. Bien sûr. Donc oui, je crois que c'est un cercle assez vertueux, on va dire, qui est de mettre les personnes dans des situations de co-constructeurs de leur entreprise. Chez nous, pourquoi tous les salariés sont associés? Il n'y a pas d'obligation à ça, mais on considère que quand on vient chez Alma, c'est pas juste pour être salarié, mais c'est aussi parce qu'on a envie de participer à ce projet, parce qu'on y croit, parce qu'on veut le vivre autrement que comme salarié. Du coup, donc ça c'est une développe double effectivement dimension. En plus, un autre rapport au travail, à l'outil de travail. On ne s'investit pas de la même façon dans une entreprise dans laquelle on est effectivement associé. On va à un moment donné nous demander notre avis, et en plus c'est un associé, une voix dans nos entreprises, hein, donc le poids de la personne, le poids de la parole a de la valeur. Bien sûr. On va demander l'avis à la personne, on va faire en sorte qu'elle soit impliquée dans la construction de la société, et en plus il y a une partie du résultat qui va lui revenir. Donc je crois que c'est un cercle assez vertueux, mais même pour les clients, c'est-à-dire si on a finalement du coup peu de turnover, on a un process d'amélioration l'objectif, et du coup c'est pour ça que je dis souvent que notre modèle, la coopérative est au cœur de la réussite de notre entreprise. Ça ne dissocie pas les deux pour moi. Vous venez d'évoquer les clients, ça séduit les clients aujourd'hui, une société coopérative, sans doute beaucoup plus qu'avant, non? Alors, nous, on est sur le secteur textile, où les choses sont un peu différentes. Après, ce qui peut séduire nos clients, c'est qu'effectivement, il y a une démarche collective d'amélioration permanente. Puisque nous, le défi auquel on est confronté, c'est qu'on est dans la réinvention d'un modèle. Donc, dans l'invention même d'un modèle. Donc, si vous voulez, le fait de savoir qu'il y a un groupe entier qui s'y intéresse, et pas juste un ingénieur ou juste la présidente ou juste quelques cadres, donc ça peut séduire les clients. D'autant que les clients savent que, par exemple, nous, si notre expérience ne marchait pas, si on devait fermer, par exemple, derrière, il y a très peu d'ateliers de production en France, puisque nous sommes 2 en France, fabricants de lingerie corsetterie de luxe. Oui, donc, si vous voulez, il y a un intérêt, même si l'idée de la coopérative dans le secteur textile, c'est pas forcément très encore répandu. répandu. Voilà. En tous les cas, il y a notre mode de fonctionnement pour essayer de relever cet immense challenge qui forcément intéresse nos clients. Alors, vous parliez toutes les deux de nécessité d'innover et de rechercher des solutions sans cesse. Alors justement, puisqu'on en parle, une autre invitée va nous rejoindre. Il s'agit de Valérie Bottin-Genoulaz, qui dirige un laboratoire de génie productique à l'INSA, qui est une grande école d'ingénieurs de Lyon et de Villeurbanne, avec laquelle les ateliers, vous venez de signer un partenariat. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, une école d'ingénieurs, un laboratoire de génie productique, d'abord, qu'est-ce que c'est le génie productique? Alors, ce n'est pas exactement génie productique. Notre laboratoire s'appelle DISP, Décision et Information pour les systèmes de production. En gros, nos compétences sont dans le génie industriel, en gros, les méthodes de gestion des opérations, planification des activités et système d'information d'entreprise. Alors, mais on ne voit pas immédiatement le rapport entre un atelier de fabrication de lingerie haut de gamme et un laboratoire de recherche au sein d'une école d'ingénieurs. Et pourtant, vous avez signé un partenariat. C'était quoi l'idée? Quand elle est venue vous voir, qu'est-ce qu'elle vous a dit? On a des problèmes dans la planification et dans l'organisation de notre atelier. Est-ce que tu peux nous aider? C'était le message de Laura. Oui. Et moi, j'ai dit, oui, super, moi, ça m'intéresse. Et concrètement, qu'est-ce que vous allez proposer aux ateliers? De quoi vous avez besoin? C'est des logiciels, c'est des méthodes, c'est des classeurs avec des consignes? Alors déjà, il faut voir une chose, c'est que et les gens qui vont m'entendre dans la profession textile vont peut-être pas être contents de ce que je vais dire, mais c'est que globalement, les logiciels qui existent aujourd'hui et qui sont dédiés à l'industrie textile et en particulier à la lingerie corsetterie sont obsolètes. C'est-à-dire qu'ils sont adaptés
sur de la très grande production et ils n'ont absolument pas intégré le fait qu'on pouvait faire entre 500 et 1000 pièces. Vous expliquez tout à l'heure Donc les petites séries. Ça c'est un. Donc moi, du coup, j'ai refusé que ces logiciels-là rentrent dans mon entreprise. Je pensais que s'ils rentraient dans mon entreprise, c'était la mort assurée. Fini. Après, ensuite, on a un ingénieur aujourd'hui qui est chez nous et qui travaille en permanence, avec qui on a mis en place déjà des premiers outils, notamment de comptage de notre production, et puis d'organisation. Exemple, quand une collection arrive, prenons l'exemple de la maison Le Jaby, sur la dernière collection qui vient d'arriver, on l'a décortiquée nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement attendu que notre client la décortique, on l'a décortiquée nous-mêmes, et ensuite, en collaboration avec Valérie Botta et l'ingénieur qui vient du laboratoire, on a essayé de trouver le mode d'organisation pour recomposer le travail, c'est-à-dire les différentes tâches. Et là, on a ensemble un peu écrit, je dirais, le premier process made in les atelières et puis le laboratoire DISP sur cette collection Maison Le Jaby. Pour vous, directrice de laboratoire, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est excitant dans cette aventure? Bah si, c'est des choses excitantes, j'imagine. Parce qu'il C'est nouveau. y a des problèmes qui, aujourd'hui, sur le marché, n'ont pas de réponse en termes de logiciels, en termes de méthodes déjà toutes faites. C'est ce qui motive le fait de faire de la recherche. Chez les atelières, bon, on a parlé de petites séries, mais produits personnalisés, conception à la commande, métier de main-d'œuvre, avec toutes les contraintes et les aléas qui vont avec. Il y a la maîtrise des approvisionnements. Donc tout ça, ça fait partie des... Enfin, ça constitue un ensemble de paramètres et de contraintes qui font qu'aujourd'hui, sur le marché, il n'y a pas de logiciel tout fait pour pouvoir à la fois planifier et surtout organiser l'outil de production. Donc c'est une sorte de défi aussi pour vous. Ah, tout à fait. Ah bah tout à fait. Ah, peut-être que demain, on pourra breveter le logiciel qui mettra en œuvre la nouvelle méthode qu'on mettra au point pour les petites séries en fabrication et conception à la commande. Laurence Ruffat, vous aussi, ce type de réflexe qui est, vous avez un côté iconoclaste et j'imagine que vous aussi. Est-ce que c'est vos personnalités, est-ce que c'est le principe de la société coopérative qui veut ça? C'est-à-dire d'aller chercher des solutions ailleurs que là où on va les chercher habituellement. Et donc, forcément, de faire appel à la recherche, sans doute plus tôt, à un stade de développement d'une société, avant que les autres le fassent. Voilà. Je ne sais pas si ma question est très claire. Nous, on doit se différencier par la recherche et du développement assez fort. Alors c'est vrai qu'on est issu de la recherche. Oui. On cherche à garder des liens assez forts aussi pour attirer des talents, aussi pour voir ce qui peut se fabriquer ensemble, parce que c'est le fait d'avoir un produit de valeur, le fait d'avoir des compétences particulières qui pourront nous différencier d'autres entreprises. En particulier sur la partie édition, nous on est sur une niche. En France, on est aujourd'hui leader. Voilà. On est lié à l'investissement industriel. Notre problématique, c'est de nous internationaliser, d'avoir un produit innovant. Parce qu'en face de nous, on a des sociétés anglo-saxonnes, espagnoles, qui sont d'une taille importante, qui peuvent être assez financiarisées, on va dire. Donc c'est vrai qu'il y a une dimension, il y a deux dimensions qu'on essaye de prendre en compte, c'est s'internationaliser et continuer à soit attirer des talents, soit travailler pour garder une dimension de recherche, d'innovation dans nos produits. Il y a des similitudes aussi. J'imagine que l'ouverture à l'international, même quand on est une toute jeune société, c'est quelque chose auquel on pense très vite aujourd'hui, non? Alors, nous, pour l'instant, nous n'avons pas encore notre marque, notre collection. Enfin, vous voyez, nous, on est façonniers. Oui. C'est-à-dire qu'on produit pour des marques. Hein, et ces marques, elles, vont se positionner à l'international. Depuis cette semaine, avec 2 clients qui sont des jeunes créateurs et qui sont vraiment très engagés dans le 100% français, dans le Made in France, qui en ont vraiment une conscience totale, eh bien, on a dans leur boîte, dans leur packaging, hein, leur boîte d'emballage de leurs produits, ils glissent une petite étiquette qui dit « Ce produit a été réalisé par les atelières ». Voilà, et donc, ils apportent à leurs clients étrangers, ou français, mais à l'étranger, c'est encore plus fort. Ils apportent ils apportent à leurs clients étrangers la preuve que c'est vraiment du 100% français. Donc, je dirais que pour l'instant, la conquête de l'international,
On l'a pas, nous, directement avec une collection qu'on Oui. aurait voulu, même si nous y pensons, mais bon, hein, Dans un à deuxième chaque temps, jour suffit peut-être, sa oui. peine. Mais en tous les cas, on voit que pour nos clients, le fait qu'on puisse ajouter cette carte dans leur emballage, c'est pour eux une force marketing. Alors, revenons à l'INSA, parce que moi, ça me travaille. Est-ce que d'abord, vous avez un délai de temps? Est-ce que les ateliers vous ont dit, voilà, je vous dis n'importe quoi, dans 2 mois, il nous faut les outils dont on n'a pas idée aujourd'hui, ou est-ce que c'est un travail qui se fait sur le long terme? On est parti plutôt sur une approche, je dirais, moyen-long terme, avec malgré tout, entre guillemets, des objectifs à atteindre à court terme, parce que sinon, il faut bien quand même que les choses avancent. Donc, c'est la raison pour laquelle on a conclu donc une première phase de collaboration accompagnée donc par un élève du département génie industriel de l'INSA, qui est donc à temps plein aux atelières, dans le cadre de son projet de fin d'études, et on travaille régulièrement, toutes les semaines, on fait des points en avance pour essayer de clarifier, poser les problèmes sur la table, et puis l'étape d'après, et si on peut d'ores et déjà entamer cette deuxième étape, c'est de construire des solutions pour les problèmes qu'on a identifiés. Donc quand on trouve un petit problème et qu'on trouve tout de suite la solution, bien sûr, elle est proposée et mise en place, mais on est en train, dans cette première période, alors dans notre jargon, on va dire modéliser les problèmes, mais en fait, il s'agit de dire modéliser les problèmes. Caractériser le fonctionnement actuel, et puis tout ce qui ne va pas. D'accord. Pour ensuite savoir essayer d'identifier les points sur lesquels il va falloir travailler. Alors il y en a déjà un certain nombre qui ont été identifiés, et puis pour pouvoir ensuite mettre en place. On a des outils aujourd'hui tous les jours, des outils d'analyse, de méthodologie. Voilà, méthodique par exemple. On n'en est pas au développement logiciel. Voilà. Et puis donc là en 2 mois, en 2 mois, je dirais qu'on n'a pas réglé notre problème. Et ce problème-là, quand on pense que la majeure partie des ateliers de savoir-faire ont fermé parce qu'ils n'ont pas réussi à passer au modèle des petites séries, on imagine toutes les difficultés que nous, on est en train de découvrir et d'essayer de résoudre. Donc on va pas, c'est pas du jour au lendemain, mais chaque jour, je dirais que chaque jour, on apporte des parts comme ça, cette addition de petites solutions, on apporte des améliorations. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une grande journée, parce que c'est la première fois en 10 mois qu'à la fin de la semaine, quand on a fait l'étude de notre semaine, on a, sur l'ensemble des marques qui sont en production chez nous, atteint ou dépassé nos objectifs de production. Donc, vous voyez, c'est un petit moment de grâce que je savoure, parce que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure au ministre, on a tellement pleuré que voilà. Donc, c'est vraiment satisfaisant de voir ça. Le temps passe extrêmement vite. Merci beaucoup à vous deux, Laurence Ruffin et Valérie Bottas-Genoulaz. Il est midi ou presque. On va retrouver l'info régionale avec Frédéric Lopp. Et ensuite, Paul Satis nous rejoindra pour la seconde partie de La Voix est libre, le face-à-face, pour revenir entre autres, mais bien d'autres choses, sur les défis du Made in France. On s'interrompt juste le temps d'un point info avec Frédéric Lopp. Bonjour Frédéric. Merci Frédéric. Retour sur le plateau de La Voix est libre, seconde partie avec notre invité Muriel Pernin, qui dirige les atelières, toute jeune fabrique de lingerie de luxe 100% Made in France. Et Paul Satis nous rejoint pour le face-à-face. Bonjour Paul, rebonjour. Bonjour. Bonjour. Alors Paul, vous avez choisi une première phrase pour faire réagir notre invité. Donc voici cette première phrase. Avec les atelières, nous partageons la même philosophie, oser entreprendre. Dans la sinistrose actuelle, on est complètement à rebrousse-poil. Et c'est une citation d'Alain Prost, le PDG de la Maison Le Jaby, dans l'Express le 30 janvier 2013. Maison Le Jaby, qui est par ailleurs un de vos clients, Muriel Pernin, un des principaux même, c'est quasiment un tiers de votre chiffre d'affaires. Non, c'est un peu moins. On a une dizaine de clients et aujourd'hui, l'apport Maison Le Jaby est entre 15, 16, 17%. Voilà. Ça fait 2 ans que vous êtes investi dans ce projet, que vous avez osé entreprendre, entre le moment où vous avez décidé de vous investir et l'ouverture effective en début d'année. Est-ce que vous vous sentez un peu fatigué aujourd'hui ? Je suis une femme d'énergie qui n'écoute pas beaucoup sa fatigue. Donc, c'est une aventure qui est difficile, qui demande d'être mobilisée en permanence, qui demande d'essayer d'être intelligent en permanence. Et puis,
de jamais se démoraliser. Donc voilà, bien sûr que les journées sont longues, d'autant que je continue aussi à diriger mon agence de communication, donc je dirige 2 entreprises en ce moment. À la fin de l'année, on sera mort ou vivant. C'est ce que vous avez dit début janvier, au moment du lancement des ateliers. On est fin novembre. Est-ce que vous êtes plus vivant que mort? On est un peu plus vivant, avec néanmoins quand même les difficultés de l'aventure, et notre cabas est un peu lourd, je dirais. Voilà. Donc, On va pas se cacher la vérité, hein, vous êtes en difficulté financière encore. non, on n'est pas en difficulté financière. Vous n'êtes pas en train de perdre de l'argent? Non, alors perdre de l'argent ne veut pas dire qu'on est en difficulté financière. Ah bon? Donc perdre de l'argent, ça veut dire que, si vous voulez, il y a perdre et perdre. Donc aujourd'hui, on n'est pas en cessation de paiement. Aujourd'hui, simplement... Le but du jeu est quand même d'en gagner Non, dans une entreprise. je suis d'accord. Après, si vous voulez, quand on est par exemple en recherche médicale, on sait que pendant 3 ou 4 ans, on étudie son produit avant qu'il rapporte de l'argent. C'est combien? Donc on est 400 000 plutôt euros de dans pertes cette... qui étaient prévus, donc qui étaient planifiés, qui ne vous inquiètent pas? Non, d'abord, c'est pas ce que j'ai dit. Donc, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, si nous ne faisons rien, nous pourrions être à 400 000 euros de pertes. Donc c'est pas tout à fait la même chose. On est en train d'agir aujourd'hui pour faire en sorte qu'on limite cette perte le plus possible. Après, quand on remonte une activité quand même sur un champ de ruines qui est l'industrie textile, où plus rien n'existe, où tout a été délocalisé, où il n'y a plus de repères de fabrication, où on ne sait plus comment travailler, qu'à la fin de l'année, on ne soit pas à l'équilibre, si vous voulez, mais qu'on s'en approche. Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes c'est contente que de cette première année? Je suis fière de mon équipe. Voilà. Après, pour autant... Il va falloir trouver de l'argent. Néanmoins. Après, pour autant... Mais c'est pareil que quand on recherche un produit en médecine. Simplement, quand on recherche un produit en médecine, on intègre déjà le fait que pendant plusieurs années, on ne va pas trouver, on va en perdre. Bien. Donc nous, aujourd'hui, on cherche un modèle de production qui n'existe pas et qui est la raison pour laquelle la majeure partie des ateliers français, dans ce grand mouvement de délocalisation, n'ont pas résisté et ont fermé. Si on réussit... Ce que vous avez dit en début d'émission, cette espèce de paradoxe qui fait que vous avez un carnet de commandes plein. En même temps, vous perdez de l'argent et vous n'arrivez pas... dans notre production. Et vous n'arrivez pas à fournir ce carnet de commandes, sauf ce mois-ci. On a compris tout à l'heure que c'était un miracle aujourd'hui. Ce mois-ci, vous y êtes arrivé. Cette semaine, on dépasse nos objectifs de production. Et quand on dépasse, ça veut dire, qu'est-ce que c'est pour moi un objectif de production? C'est on a produit, certes, des pièces, mais le chiffre d'affaires qu'il nous faut pour être déjà à l'équilibre. Vous avez eu un tour de table assez original pour réunir l'argent. Ça avait commencé même par Facebook, où vous avez demandé une souscription aux internautes pour qu'ils vous aident. Vous aviez d'ailleurs récolté un peu d'argent. Un peu d'argent, on a entre les Français qui ont donné... qui ont apporté un don à 10 € et des investisseurs qui sont venus entre 5 000 et 20 000 euros, nous avons réuni 300 000 euros. Et ce n'est pas un peu, c'est un exploit. Est-ce que l'émotion qui avait suscité le Jabi a aidé? Alors, on a reçu à peu près 5 000 lettres de Français. Ce qui les a touchés, c'est qu'il y ait un groupe de gens courageux, entre guillemets, qui disent... l'industrie française est peut-être sauvable. C'est ça qu'il y a dans tous les messages que nous avons reçus. Effectivement, notre aventure, elle est née du temps, je dirais, de la tempête, de la liquidation et de la reprise de la maison Le Jabi. Mais derrière, et nous, tous les jours, on dit ce qu'on fait sur Facebook. On explique comment on travaille, nos difficultés, voilà. L'industrie, c'est souvent discret, mais là, l'industrie doit être dans un monde de com, que vous connaissez bien, puisque vous le disiez, vous avez aussi une boîte de com. Je pense que ce n'est pas simplement l'industrie qui doit être comme ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Aujourd'hui, la nouvelle entreprise, elle est une entreprise qui travaille en transparence et qui montre qu'elle fait, qui protège ses savoir-faire, qui protège ses inventions, qui protège les process qu'elle invente, mais en tous les cas, qui dit ce qu'elle fait au moment où elle le fait, et c'est ce que nous faisons. Les atelières ont eu quelques bonnes fées politiques autour de leur berceau. Richard Young, le directeur administratif, un de vos associés, et ancien directeur de communication d'Arnaud Montebourg en Saône-et-Loire. Non, mais c'est pas... Non, je vous arrête parce que il est salarié de cette entreprise et associé. Et moi, tout salarié, si lui est une bonne fée, les 30 salariés de notre entreprise sont aussi des bonnes fées parce que travaillent et par leur travail apportent de la valeur à notre entreprise. Il est aussi conseiller général et adjoint de Jean-Paul Breitner. Non, il n'est pas conseiller général, il a perdu les élections.
Oui, en tout cas, il est toujours adjoint de Jean-Paul Brett, le maire de Villeurbanne, qui est par ailleurs, on peut le dire parce que c'est public, votre compagnon dans la vie. Est-ce que ça aide cette proximité politique? Est-ce que le poids politique a été important, en tout cas, pour aider à créer les ateliers? Alors d'abord, moi, je ne sais pas ce que fait votre compagne. Et en tous les cas, je pense que si vous voulez, dans la vie, nous sommes ce que nous sommes. La personnalité que nous sommes, elle peut exister seule. Après, effectivement, il y a les associations d'amour qui fait qu'on partage sa vie avec quelqu'un. Pour autant, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait seule. J'ai fait beaucoup de voyages en solitaire dans des pays difficiles, je l'ai fait seule. J'ai monté mon agence de communication seule. Et j'ai monté cette aventure des atelières sans aucun soutien, je dirais, amoureux, puisque c'est votre question. Non, ma question, c'est le soutien politique. Ensuite, il se trouve que je suis une femme qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot. À partir de là, je travaille, je tape à des portes. Quand la porte se ferme, je redonne un petit coup sur cette porte, et c'est comme ça que j'avance. Je n'ai pas eu plus de soutien que d'autres, mais j'ai eu peut-être une énergie que d'autres n'avaient pas. Je suis une ancienne journaliste, j'ai eu une carte de presse, et quand j'ai été jeune journaliste, on m'a toujours dit, quand on te ferme la porte, tu rentres par la fenêtre, et c'est ça ma technique. Justement, est-ce que votre ancienne vie professionnelle vous a servi et vous sert encore beaucoup aujourd'hui, dans le sens où vous avez peut-être une approche différente de ce qu'aurait un chef d'entreprise traditionnel, j'ai envie de dire? Ce que j'ai appris dans la presse, c'est que j'ai appris qu'il ne fallait jamais s'arrêter. Il fallait deux choses. Un, toujours remettre en question ce qu'on vous disait. Et se dire toujours pourquoi on le dit et pourquoi on me le dit à moi. À quoi ça sert? Donc ça m'aide beaucoup. Et j'ai peut-être une capacité dans les relations humaines qui est peut-être supérieure, je dirais, au commun des mortels. Et puis ensuite, la presse, ça vous apprend à être déterminé. Il faut savoir aller chercher son sujet. Et c'est ce que je suis. Et c'est comme ça que je continue. Et c'est vrai que ça m'aide. Alors, Paul l'est aussi. Deuxième phrase que vous avez retenue, Paul. Le Made in France, c'est un combat au long cours. Il faudra des années pour reconstruire ce que nous avons perdu. Une déclaration d'Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif. Je savais que j'aurais du mal. Et ce n'est pas une déclaration très vieille, puisqu'elle date du week-end novembre dernier, au fameux salon du Made in France. Est-ce que vous le croyez réellement? Vous allez me dire que oui, qu'on peut reconstruire. Est-ce que ce n'est pas un peu un mythe, malgré tout, que cette renaissance d'une industrie française dans un climat de mondialisation qui fait que, évidemment, l'industrie française a du mal à être concurrentielle? Alors d'abord, moi je suis une femme qui n'oppose pas les choses, c'est-à-dire je pense qu'effectivement on est dans un temps de la mondialisation. Quand moi-même je voyage, je suis heureuse que les frontières s'ouvrent et de pouvoir les dépasser. Donc je pense que la mondialisation, elle peut nous apporter. En même temps, ça n'exclut pas d'avoir en France de l'industrie qui, elle, a des raisons d'être là, à condition qu'on ne se raconte pas d'histoire. Je crois, moi, très sincèrement, qu'on ne fera pas revenir des produits d'entrée de gamme, par exemple, des productions, mais il y a des niches sur des produits qui nécessitent de la valeur ajoutée et un savoir-faire, et c'est cela qu'il faut développer. Coût de la main-d'œuvre, 37 € en France, et le SMIC au Maroc, c'est 1 € de l'heure. Donc on comprend pourquoi il y a la délocalisation, notamment du textile au Maghreb, en Asie, dans des pays où le coût du travail est moins cher. C'est ça, finalement, qui a tué l'industrie? Non, pas seulement. C'est-à-dire que moi, cette histoire sur le coût de la main-d'œuvre, si vous voulez, c'est quand même un peu tarte à la crème. Aujourd'hui, le problème... Réalité. Non, mais aujourd'hui, quand on vend... Monsieur Prost, il fait faire la majorité de sa production en Tunisie. Il fait faire son moyenne gamme en Tunisie, c'est clair, depuis le début. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat des Français fait qu'on va plutôt acheter des produits qui sont à son niveau, au niveau de son salaire. Voilà, et le pouvoir d'achat des Français, on sait, vous et moi, ce qu'il en est. Bien, ça c'est une chose. Ensuite, la vérité, elle est quand même la suivante. Elle est que quand on vend un soutien-gorge 180 € en boutique, il y a quand même 120 € qui vont à la boutique, il reste 60 € pour payer le créateur, pour payer la matière première et pour payer le fabricant. Et le commerçant vous dira, lui, qu'il est écrasé de charges, que la TVA va augmenter. D'ailleurs, ils sont en train de manifester cette semaine. J'ai pas compris le début de la question. Et le commerçant, lui, vous dira qu'il est écrasé de charges, qu'il y a une pression fiscale. Ils sont d'ailleurs en plein mouvement en ce moment avec l'UPA. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, quand on vend un soutien-gorge
180 €, il y a 2 tiers qui vont à la distribution et c'est sur une toute petite portion que vivent le créateur, celui qui vend la matière première et celui qui fabrique. Donc il y a sur le Made in France, si vous voulez, la question n'est pas simplement celle du coût de la main-d'œuvre et des charges sociales. Elle est aussi de reconquérir et de trouver, d'inventer des modes de distribution qui sont différents. Alors on va dire, je vais dire quelque chose de simple, qui a peut-être des voies du côté du web, mais il n'y a pas que ça. Donc si vous voulez, le Made in France, il demande de reconsidérer. Il n'y a pas l'idée de on va chercher un point qui va être le point par lequel plus rien n'a été possible. Il y a un faisceau de paramètres négatifs. Et en fait, il faut tous les reconsidérer, il faut tous essayer de les traiter, et je pense que quelque chose est possible. Vous qui affirmez votre sensibilité de gauche, est-ce que vous êtes, comme toutes les organisations patronales, en train de dire on a trop de charges ? Alors, ce que je dis, moi, c'est que ce que j'ai toujours dit, depuis 20 ans que je dirige, en tous les cas, mon agence de communication, c'est qu'on est quand même très content, quand on paye des charges sociales, de pouvoir donner de la sécurité sociale à ses salariés, de pouvoir faire en sorte que s'il y a un problème, ces salariés aient le chômage, et que ce ne soit pas, comme on le faisait à la fin du 19e siècle, une organisation qui ne se passe qu'au sein de l'entreprise. Donc ce modèle-là, si vous voulez, qui permet quand même une forme de garantie sociale à l'ensemble de la société, je pense que ce modèle est intéressant. Et peut-être c'est la part de gauche qu'il y a en moi. À côté de ça, il est évident que pour une jeune entreprise qui commence comme la mienne, il y a des moments où il y aurait quelques exonérations de charges, ça me ferait respirer. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Muriel Pernin. Bon vent aux ateliers. Paul, merci à vous. La semaine prochaine, c'est vous qui reprenez les commandes. Et l'invité sera Thierry Braillard, député radical de gauche de la première circonscription du Rhône. Merci aussi à vous, évidemment, de nous avoir suivis. N'oubliez pas, cet après-midi, un autre rendez-vous sur France 3, Rhône-Alpes, à 15h20. Ce sera les grands moments de la télévision avec un documentaire très émouvant intitulé Sam et Jackie sur ces enfants juifs sauvés par des familles françaises sous l'occupation allemande. Voilà, passez une excellente fin de journée et dans la foulée, un très bon week-end.